Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le Maroc, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, plaide pour le renforcement de la coopération sud-sud. Nasser Bourita s'est entretenu avec ses homologues capverdiens et gabonais, auprès de qui il a réaffirmé la nécessité de consolider la coopération entre les États. L'Afrique du Sud se prépare à voter pour les élections générales prévues avant août 2024. Les partis sont déjà engagés dans la course. Gros plan à suivre dans ce journal sur l'Alliance démocratique, la première formation d'opposition du pays qui a présenté cette semaine son programme électoral. Elle remporte le tout premier Grammy Award de la meilleure performance musicale africaine. Il s'agit de la chanteuse sud-africaine Tyla, récompensée aux États-Unis pour son titre Water lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards. Les travaux du segment ministériel de la conférence de haut niveau sur les pays à revenus intermédiaires se sont tenus ce mardi à Rabat. Une trentaine de pays, des agences de développement des Nations Unies et des institutions internationales et régionales ont pris part à cette rencontre, présidée par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Le ministre qui, en marge de cet événement, s'est entretenu avec plusieurs de ses homologues avec comme objectif le renforcement de la coopération multilatérale. Reportage de nos envoyés spéciaux au Maroc, Abdoulaye Laye, Mohamed Ali Guindo et Joseph Moifou. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu, lundi 5 février 2024, des entretiens bilatéraux avec ses homologues des affaires étrangères. Au menu de ces entretiens, les défis politiques et de développement, mais aussi des questions de la coopération bilatérale et multilatérale. J'ai évoqué avec le ministre Bourita la situation politique au Gabon, notamment les avancées de la transition. On a examiné ensemble le calendrier et le chronogramme de la transition. Et je puis vous dire d'abord que cette évolution se passe très bien. La transition se déroule au mieux. Et j'ai tenu à remercier le ministre pour le soutien et l'accompagnement que nous offre le Royaume du Maroc, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral. Nous avons parlé aussi de la situation dans notre sous-région qui est la CEDEAO, les préoccupations qui existent et dont la communauté internationale doit se saisir. Et nous avons finalement réaffirmé notre volonté de contribuer à cette réunion qui a lieu ces jours-ci à Rabat sur les pays à revenus moyens, de façon à ce que ces pays puissent trouver les moyens nécessaires pour le financement de leur développement. It is an important meeting, dialogue, debate and conference that we come to. Il s'agit d'une réunion, d'un dialogue, d'un débat et d'une conférence sur les pays à revenus intermédiaires et il n'y a pas de meilleur endroit que le Maroc pour représenter les efforts visant à relever les défis et à reconnaître que les pays à revenus intermédiaires contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable d'ici à 2030. Ce cadre renforcera également nos efforts pour mettre en œuvre l'agenda 2063. J'espère que nous verrons demain, dans le cadre des efforts déployés à New York, deux pays qui relèveront les défis dans les domaines spécifiques de la technologie, de l'architecture financière, des systèmes alimentaires et de l'énergie. De nombreux investissements sont prévus dans les pays à revenus intermédiaires. Et nous constatons avec notre jeune population et bien sûr avec les femmes. Organisé à l'initiative du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, conjointement avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le Programme des Nations Unies pour le développement. Ces rencontres dont le thème central est « Solutions aux défis du développement des pays à revenus intermédiaires dans un monde en mutation » interviennent dans le cadre de la conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenus intermédiaires organisée les 5 et 6 février 2024. L'interdiction est confirmée par la justice sud-africaine. L'opposant Julius Malema, le leader des EFF, les combattants pour la liberté économique, ainsi que le vice-président du parti et 4 autres représentants ont l'interdiction d'assister
au discours sur l'état de la nation qui sera prononcé ce jeudi au Parlement par le président de la République Cyril Ramaphosa. Les 6 députés du 3e plus grand parti au sein de l'hémicycle sont suspendus depuis le 1er février et ce jusqu'à la fin du mois. Ils ont été déclarés coupables d'outrage au Parlement. En Afrique du Sud, où les élections générales qui vont se tenir entre mai et août 2024 s'annoncent particulièrement difficiles pour le Congrès national africain, le parti au pouvoir, qui est au plus bas dans les sondages. C'est ainsi que plusieurs partis entendent bien surfer sur le recul de l'ANC. C'est le cas de l'Alliance démocratique, premier parti d'opposition en Afrique du Sud, qui présente un programme électoral qui se veut très ambitieux. Nathalie Moore. Le principal parti d'opposition en Afrique du Sud, l'Alliance démocratique, a dévoilé ses ambitions électorales. Le 6 février 2024, son leader, John Steenhuisen, a présenté le programme de réforme législative de son parti. Un plan directeur en 5 axes prioritaires dans les domaines de l'énergie, les réformes institutionnelles, la réduction de la criminalité et le relèvement économique. Pour John Steenhuisen, ce programme a la capacité de sauver l'Afrique du Sud. Il est temps pour l'Afrique du Sud d'arrêter de tourner autour du pot. Nous vivons dans un État défaillant qui ne peut même pas réparer les nids de poules. Ce même État ne mettra jamais fin au délestage. L'Alliance démocratique projette l'effondrement du Congrès national africain, l'ANC, parti au pouvoir sud-africain, lors des élections générales de mai à août 2024. En effet, la formation politique historique connaît des tensions internes ravivées par l'exclusion de l'ex-président Jacob Zuma le 29 janvier 2024. Désormais, l'Alliance démocratique, soutenue par une coalition de l'opposition signataire du pacte Moonshot, se dit prête à accéder au gouvernement national pour la première fois à l'issue des élections prochaines. Nous y parviendrons en créant un comité chargé de superviser la présidence, en augmentant la fréquence des questions présidentielles et en introduisant des sanctions lorsque les membres de l'exécutif ne répondent pas aux questions. Misant sur des résultats électoraux favorables, l'Alliance démocratique promet un projet de loi visant à accroître rapidement la production et le transport privé d'électricité 100 jours après son entrée au gouvernement. Le parti d'opposition sud-africain a annoncé la formalisation de son manifeste électoral et sa présentation le 17 février 2024 à Pretoria. Et pour ce scrutin qui doit se tenir avant le 8 août, plus de 27 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales, se félicite la commission électorale sud-africaine suite à l'enrôlement des électeurs, alors que plus d'un tiers de ceux qui pourraient voter ne sont pas inscrits sur les listes. La mise en place des délégations spéciales à la tête des communes rurales et urbaines annoncée par le pouvoir militaire de transition avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya demeure au cœur du débat en Guinée. Ces délégations spéciales devront remplacer les élus locaux. Une mesure décriée par certains qui y voient une violation des dispositions du Code des collectivités. Les précisions de Nabila Kamara. Sur l'ensemble des collectivités territoriales de la Guinée, des délégations spéciales seront installées dans les prochaines semaines. Une volonté du gouvernement de la transition motivée par l'expiration des mandats des élus locaux en fonction depuis 2018. Les démarches administratives ont déjà pris forme, avec notamment la constitution et l'acheminement des listes de toutes les collectivités. Aujourd'hui, nous savons que cette transition, dans son volet politique et de manière initiale, va commencer par l'organisation d'un référendum constitutionnel pour une question d'implication des délégations spéciales qui pourraient favoriser une sorte de neutralité dans la conduite des affaires politiques de la transition. Il va de soi qu'on fasse recours à ces délégations spéciales. La question de mise en place des délégations spéciales divise les acteurs de la classe politique en Guinée. Le gouvernement dispose des manœuvres pour mettre en place des délégations spéciales défendent les partisans du pouvoir. Pendant ce temps, des acteurs de la classe politique comme le RPG, l'ancien parti au pouvoir, estiment que cette volonté du pouvoir viole le code révisé des collectivités locales en Guinée.
Le gouvernement est dans l'impossibilité totale d'organiser les prochaines élections communales. Donc le ministre de l'administration du territoire, conformément à l'article 102 de ce code révisé, a le plein pouvoir de nommer des délégations spéciales à travers le pays. Si le gouvernement n'a pas de moyens ou est dans l'incapacité d'organiser des élections, les mairies et les conseillers restent en place jusqu'aux nouvelles élections. C'est ce que la loi dit. On ne peut aller à la délégation spéciale que lorsqu'il y a violation de certains principes. Autant les autorités semblent résolues à mettre en place ces délégations spéciales dans toutes les collectivités de la Guinée, autant les acteurs politiques sont déterminés à s'opposer à la démarche de la junte. Ces derniers estiment qu'il s'agit d'une manœuvre du pouvoir pour s'assurer le contrôle absolu sur ces entités locales à des fins non avouables. La 66e cérémonie des Grammy Awards qui a eu lieu le 4 février dernier à Los Angeles aux États-Unis a couronné la Sud-Africaine Tyla pour son titre Water, une récompense pour la chanteuse de 22 ans nommée dans la nouvelle catégorie consacrée à la meilleure performance musicale africaine. Nana Kamsukom. L'industrie musicale africaine, la diversité des genres et des talents du continent ne se contente pas de conquérir les palmarès mondiaux, mais gagne également une place sur la prestigieuse scène des Grammy. L'édition 2024, tenue le 4 février, a vu Tyla, originaire de Johannesburg, remporter le Grammy de la meilleure performance musicale africaine devant 4 Nigérians. Parmi les nominés, Burna Boy, Davido, Troye Sivan et Aira. Literally, it's everything, like even my performances, my dancing. Ce qui me fait gagner, c'est littéralement, c'est tout, mais mes performances, ma danse, même les interviews que je donne sont naturelles car je parle comme je parle à la maison. Je n'essaye pas de changer quoi que ce soit. Je veux juste que les gens voient qui je suis et d'où je viens. Découvrir la culture et l'énergie que beaucoup aiment en Afrique du Sud. Malgré l'attrait mondial, des défis persistent tels que le pouvoir d'achat limité et les contraintes d'infrastructures. Toutefois, grâce à l'attention croissante des grandes maisons de disques et à l'engagement de développer les talents locaux, l'industrie est prête à poursuivre la croissance, un développement salué par les dirigeants africains. Au réveil, nous avons appris que notre Tyla avait remporté le prix de la meilleure interprétation musicale africaine pour sa chanson Water aux Grammys. Elle est la plus jeune africaine à remporter un prix aussi prestigieux et vient s'ajouter à la liste des artistes et musiciens sud-africains éminents qui ont laissé une marque indélébile sur la scène mondiale. Tyla, nous te félicitons et nous célébrons avec toi. Votre victoire confirme le succès durable de l'Afrique du Sud dans diverses enceintes internationales. Merci pour votre authenticité et pour avoir porté le drapeau. La musique africaine n'est pas seulement une source de divertissement, mais aussi un outil puissant contre la répression et l'injustice. À mesure que l'industrie gagne en reconnaissance au niveau mondial, l'optimisme règne parmi les initiés de l'industrie, comme Efe Omorogbe, un directeur musical qui perçoit le vaste potentiel de la musique africaine. Si la pratique du badminton se fait timidement au Cameroun, quelques athlètes de la discipline tentent de promouvoir ce sport. C'est précisément le cas de Madeleine Laetitia Akumbazé. Elle est classée 283e au niveau mondial et se situe à la première position dans son pays, le Cameroun. Reportage de Séverin Dequeux. Son allure svelte et athlétique trahit ses aptitudes sportives. L'athlète de 21 ans représente l'un des espoirs du badminton camerounais. Championne locale de la discipline, Madeleine Laetitia Akumbazé embrasse le badminton en 2013 lors de ses premières années d'études secondaires, ceci malgré la réticence de ses parents. 10 ans plus tard, en plus d'avoir réussi le pari de se hisser au premier rang au Cameroun, elle défend les couleurs de sa patrie dans les plus grandes arènes, comme ce fut le cas aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022 ou encore les Jeux olympiques de la jeunesse en Argentine en 2018. Au départ, d'abord, mes parents ne voulaient pas que je participe, que je fasse cette discipline en fait. Donc, mon coach a été patient. Il a vu mes parents, il a insisté malgré de nombreux refus. Au fur et à mesure que le temps passait, je m'attachais plus à cette discipline.
et c'est devenu pour moi comme une passion. J'ai eu 2 grands moments de ma vie au badminton. C'était ma sélection pour les Jeux du Commonwealth à Birmingham 2022 et ma qualification pour les Jeux olympiques de la jeunesse en 2018 en Argentine. 283e au classement mondial, la Lionne indomptable de badminton figure dans le top 10 africain de la discipline. Une performance en constante amélioration. Malgré ses prestations non concluantes lors des 5e internationaux de badminton, tenus du 24 au 27 août 2023 au Cameroun, où elle a été sortie en 8e de finale en simple senior dame par l'Égyptienne Nour Ahmed Youssouf de 7-0, la badiste est dans l'attente de la décision d'une éventuelle qualification pour les JO de Paris 2024, une échéance qui constitue le rêve pour sa carrière de badiste. Bon, c'est vrai déjà actuellement je suis dans le top 10, mais ça fait partie des compétitions les plus valorisées et les plus grandes du monde. Et maintenant participer à ces 2 compétitions pour un sportif est une chance et est une bénédiction, si je peux le dire aussi. À 21 ans, la jeune athlète porte haut les couleurs de son pays par sa volonté de toujours glaner des médailles et des titres, choses qui lui permettront d'améliorer davantage son classement au ranking de la World Badminton Federation. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. L'actualité continue.